Échec à Athènes, aucun accord sur aucun des sujets à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté européenne. Attentat à Jérusalem, 4 morts et une cinquantaine de blessés par l'explosion d'une bombe dans un autobus. L'OLP revendique l'attentat. Un autocar transportant des enfants dérape sur le Verglas près de Vitry-le-François dans la Marne. 5 morts, une douzaine de blessés. Record absolu des ventes aux enchères à Londres, près de 90 millions de francs payés par des acheteurs allemands pour un manuscrit du XIIe siècle. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Europe, ce soir, est exsangue et aphone. Les 10 chefs d'État et de gouvernement, réunis depuis dimanche à Athènes, n'ont pu se mettre d'accord que sur un constat, celui de l'échec. Aucun accord n'a pu être atteint sur aucun des dossiers qui, depuis des mois, empoisonnent la communauté européenne, et l'Europe n'a même plus assez de voix pour réagir à l'unisson aux tensions internationales pourtant autrement plus graves. D'Athènes, nos envoyés spéciaux Philippe Sassier et Georges Bortoli. La victoire de Samothrace, qui orne la Rolls de Madame Thatcher, est en définitive la seule victoire de ce sommet. À qui la faute? Difficile à dire. Madame Thatcher a, dit-on, battu de nouveaux records d'intransigeance et son geste symbolise la question qu'on se pose à Athènes. Faut-il dire adieu ou au revoir à l'Europe? Le dernier acte s'est joué ce matin au petit déjeuner entre la Dame de Fer et celui que certains ici ont surnommé l'homme de marbre. Entre une gorgée de thé, une bouchée de toast, force était de reconnaître que les Européens ne s'entendaient sur aucun des points évoqués. Budget, agriculture, problème monétaire, entrée de l'Espagne. Pour se séparer sur un compromis, il aurait fallu que François Mitterrand sacrifie beaucoup de petits agriculteurs et Maggie Thatcher sollicite davantage le contribuable britannique. Et l'air soucieux d'Helmut Kohl s'harmonise avec l'atmosphère de la dernière réunion. Les 10 savent que la crise a eu raison de leur cohésion bien fragile, qu'ils sont incapables de s'entendre face à leurs concurrents américains et japonais. Bref, quand les parts du gâteau se font plus petites, tout devient divergence et conflit. Et c'est avec beaucoup d'amertume et d'émotion que M. Papandréou constatait l'échec, mais souhaitait bonne chance à la France qui prend la présidence européenne au début de l'an prochain. François Mitterrand sait que sa tâche est rude, mais sa fermeté n'est pas sans intérêt pour lui en ce qui concerne les agriculteurs ou bien l'entrée de l'Espagne dans la communauté qui se trouve ainsi retardée. Et puis, s'il recollait les morceaux de cette communauté, il apparaîtrait au moment des élections européennes comme celui qui a fait la synthèse entre l'intransigeance gaulienne de la chaise vide et le militantisme européen de Jean Monnet. En quittant Athènes, il reconnaissait la gravité de la crise en rappelant son attachement à l'Europe. Vous connaissez l'engagement européen de la France et mon engagement personnel. Je crois à la nécessité historique de l'Europe à partir des institutions qu'elle s'est données et qui représentent un tout sans doute adaptable dans son application aux conditions du moment, mais qu'il faut sans cesse rappeler si l'on ne veut pas oublier la source même du droit et du contrat qui nous lie. Eh bien voilà, l'Europe sait sans nul doute, en doutait-elle tellement, et vous-même, mesdames et messieurs, elle sait en toute clarté qu'elle est en crise. Il faut maintenant tirer le meilleur de la crise. C'est à partir de là que chacun doit s'appliquer à trouver les remèdes. Qu'elle paraît belle, rétrospectivement, l'Europe de jadis. L'Europe où les 10 n'étaient que 6. L'Europe où, mue par une véritable volonté politique, on arrivait toujours à surmonter les pires crises. L'Europe d'aujourd'hui est devenue un grand corps mou, un peu las. Les empoignades, les célèbres empoignades de jadis sont devenues rares, et rares aussi les gestes de conciliation, une attitude fréquente et fâcheuse, consistant à garder l'œil rivé sur son opinion nationale en oubliant les impératifs communs.
Pendant ces 6 mois de présidence de la communauté, à partir du 1er janvier prochain, la France aura donc devant elle le dur défi d'essayer de régler tous les problèmes restés en suspens à Athènes. Ça suppose évidemment une énorme activité et beaucoup de savoir-faire, mais je crois qu'au-delà de cela, la tâche de la France sera d'essayer de rendre à la communauté un peu de son dynamisme d'antan, de la tourner de nouveau vers l'avenir. Et il n'est que temps, parce que l'Europe est en train de se laisser distancer sur les plans de la technologie, de l'esprit d'entreprise, de l'imagination. Et si l'Europe ne rattrape pas ce retard grandissant, le 21e siècle sera peut-être américain, japonais, russe, il ne sera très probablement pas européen. Reste que l'Europe survit et que les mécanismes communautaires, tant bien que mal, doivent continuer à fonctionner. Comment? C'est ce que nous explique Jean-Louis Calmejane. Normalement, la semaine prochaine, le budget de l'Europe pour 1984 ne sera pas voté. C'est la menace qu'avait proférée le Parlement européen en cas d'échec du sommet d'Athènes. Mais une Europe sans budget peut malgré tout fonctionner. Il faut le savoir, les eurocrates ont même prévu cette éventualité. À partir de janvier, tous les mois, on va attribuer à l'Europe 1/12 du budget de l'année dernière. C'est ce qu'on appelle la règle du 12e provisoire. Mais cela pose malgré tout d'énormes problèmes. En effet, il est très difficile, voire impossible dans ces conditions, de fixer, comme tous les ans à Bruxelles au mois d'avril,